Maintenant, quelques questions pour Marion et Clairvy. On a vu dans le documentaire il y avait des choses quand même saillantes qui rejoignent, je trouve, un petit peu les propos de Gilles. Et puis je vous voyais faire effectivement, oui. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que dans ces narrations autour du vivant et dans le changement de regard, etc., il y avait vraiment quelque chose qui vous reliait. Du coup, quel était, vous, le message le plus important que vous vouliez faire passer à travers votre documentaire ? En fait, il y a deux façons d'écrire un documentaire. La première manière, c'est d'écrire un scénario, enfin, pas vraiment un scénario, mais de tout préparer en amont. Et la deuxième, c'est un peu de se laisser surprendre par les événements qui vont arriver, les rencontres qu'on va faire. Et nous, on savait très bien qu'il y en aurait suffisamment pour qu'on choisisse cette option-là. Alors en fait, quand on est parti, on avait déjà en idée de transmettre les paroles de nos rencontres et de transmettre leur façon, parce qu'ils ont vraiment 3 façons d'agir qui sont très différentes. Et donc on voulait mettre en avant ces 3 manières d'agir. Et en fait, lors du dérochage et lors de l'écriture du fil narratif, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet qui émergeait et qui a pris énormément d'importance pour nous. Et on s'est rendu compte à quel point il en avait déjà en amont. C'était le sujet du collectif, de mettre en avant cette diversité et de comment le faire ensemble, à plusieurs, avec cette multitude de personnes, ça nous enrichissait. Et ouais, voilà, du coup, c'est l'un des gros sujets qui sont importants pour nous, le collectif. En fait, je pense que c'est aussi venu de cette idée qu'on est dans un monde où on est de plus en plus dans des entre-soi, choisis, inconscients ou conscients. On parle souvent de communauté, parce que la communauté, ça sécurise. On va être avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs ou les mêmes façons de penser. Donc c'est sécurisant et c'est hyper important. Mais on en oublie que le collectif, c'est plus grand que simplement ça. Et que le collectif, c'est aussi se réunir pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose qui va dépasser cet entre-soi, et que ça veut aussi apporter de la diversité, et que dans cette diversité, il y a de l'altérité, et que parfois, c'est pas forcément facile. Ça peut être challengeant, mais souvent, c'est ce qui nous amène à aller encore plus loin, à transcender ça aussi par des imaginaires pour pouvoir aller créer une autre direction ou d'autres solutions. Et ça, on l'a vraiment vu dans nos 3 rencontres et dans notre tout petit collectif. Mais en fait, tu dis finalement le collectif, c'est plus grand que l'entre-soi, c'est le rapport à l'altérité, c'est le rapport à l'autre. Mais dans le rapport à l'autre, est-ce qu'on envisage le rapport, parce que je disais tout à l'heure, il y a une vision quand même qui est encore dichotomique entre cette opposition entre vivant humain et vivant non humain. Et est-ce que dans cette altérité que vous envisagez, il y a le vivant non humain, est-ce qui fait partie de cette altérité-là ? Comment vous l'envisagez, celui-là, dans l'altérité ? Il est partout. En fait, on n'est plus dans une altérité. Enfin, moi, je pense que si on essaye d'arrêter de faire cette dichotomie, c'est qu'on en fait pleinement partie. Et donc, il faudrait qu'on se remette dans une position où on est avec. Et être avec, c'est aussi accepter qu'il faut repenser des rapports, des cohabitations, pour avoir des relations où on se rend compte aussi à quel point on est dépendant d'eux, dans une société où on a un peu tendance à être hors sol. Comment cette expérience vous a fait changer, cette expérience immersive, vraiment, on a senti les émotions, tout ça qui sont passées par là. Comment cette expérience, en fait, vous a fait changer de regard vraiment sur le vivant ? Je pense qu'on était déjà assez sensibles à ces questions-là. Ça, c'est une évidence. Après, il y a plusieurs choses. Il y a des changements qui se sont faits à petits pas, individuellement, chacune d'entre nous. On peut en parler ou pas, en fonction. Clairvy, elle le dit souvent, c'est difficile, là, de prendre du recul sur ces changements, du fait qu'en fait, c'était il y a 2 ans, cette aventure, mais pour nous, ça fait 6 mois, même pas, finalement, que le film est sorti. Et du coup, on a peu de recul, en fait. Et potentiellement, il faudrait bien plus de temps pour savoir à quel point ça a pu nous impacter. Je pense que d'un point de vue collectif,
il y a cet émerveillement, comme tu le disais Gilles, dans le quotidien. Retrouver cet extraordinaire dans l'ordinaire. Ça, je pense qu'on l'a affûté bien plus qu'avant. Il y a ce côté peut-être encore plus humble de se dire, ouais, bah, clairement, tout seul, on n'est pas grand-chose. Et après, collectivement, il y a vraiment cette idée aussi de... Ça doit s'inventer, je pense. Je pense qu'on n'a pas du tout de réponse toute faite et de solution, mais... Et peut-être que ça peut aussi permettre de diminuer un petit peu notre culpabilité face à ça. Ben, tu vois, moi j'entends langage partout et dans l'engagement, j'entends encore langage et je suis convaincue que ces transitions, elles se font aussi par le changement de regard dont vous parlez et donc le changement d'imaginaire et le changement de représentation. Et ben, je propose qu'on revienne aux questions. Alors d'abord, j'avais quand même une dernière question pour vous. C'était, est-ce que vous avez un nouveau projet dans les tiroirs? Quand même, ça nous intéresse pour changer le regard sur le vivant. Non, peut-être que c'est secret. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. En revenant de ce voyage, moi j'ai pris la décision de quitter le boulot alimentaire qui était très chouette, mais qui me convenait plus pour trouver un nouveau projet que je n'ai pas encore trouvé. Mais ça cogite, ça cogite, ça va venir. Et puis il y avait beaucoup de boulot aussi sur le documentaire, donc il fallait que ça prenne le temps ouais, il y avait un peu de temps pour que ça fasse son chemin. Mais toi, tu as des projets de documentaire? Oui, ouais. Alors, je travaille sur des choses qui n'ont rien à voir en ce moment, qui sont plus dans du lien social. Mais je pense que ça m'a donné goût. Ça a clairement été une grosse école, ce premier documentaire, dans tous les sens du terme. Et ça m'a donné goût au documentaire, et notamment à aller questionner la relation ce qu'on appelle le monde sauvage et notamment des grands prédateurs, donc les loups et les ours, qui en fait, l'un a été réintroduit dans les Pyrénées, l'ours, au début des années 2000. Et le loup, il n'a pas besoin d'être réintroduit, il vient là où il a envie de venir. Et en gros, ça crée des très grosses tensions dans la façon de penser le métier de berger et dans ce rapport finalement où pendant des années, la montagne était propice à différents types d'élevage en estive et qu'aujourd'hui, cette réintroduction d'un côté d'une espèce clé de voûte et l'autre, le loup qui revient, même si aujourd'hui il n'y a pas encore de meute dans les Pyrénées, mais il y a des loups solitaires, mais pourquoi pas solidaires aussi. Et ça vient re-questionner tout ce rapport de cohabitation et c'est ce que j'aimerais pouvoir aller travailler plus tard. Ça va mettre du temps parce que j'aimerais pouvoir essayer de rentrer dans on va dire un peu le processus plus classique et traditionnel qui n'est pas l'autoproduction. Et du coup, ça veut dire du temps pour aller écrire, investiguer et peut-être rentrer dans des clous plus traditionnels. Et finalement, c'est pas si éloigné du premier documentaire puisqu'on questionne encore le lien.
et la cohabitation. Donc on est quand même dans le même, enfin je trouve en tout cas dans le même thème. Moi j'ai l'impression que finalement, ce que ça a changé, enfin je ne sais pas comment vous étiez avant, mais en tout cas ça a généré pas mal de questions. Et j'ai l'impression que pour changer les systèmes de représentation et les regards, ben, ça commence par des questionnements parce qu'on n'a pas de réponse et que finalement on est complètement profane. Mais on pourrait maintenant peut-être interroger un petit peu le public, parce qu'ils ont sans doute des choses à dire, sur comment eux changent de représentation autour du vivant à travers les écritures. Donc peut-être qu'on peut passer le micro si quelqu'un veut s'exprimer sur une question. Comment vous faites-vous dans vos quotidiens? Quel est votre rapport au vivant? Et comment vous pensez qu'on peut changer finalement les imaginaires? Ou alors vous vous dites, bon, finalement, changer les imaginaires, bof, pourquoi? Ça ne va pas servir à grand-chose. Ou si, justement, c'est hyper important, quel est votre point de vue? Moi, je voulais simplement raconter une anecdote, parler d'un podcast que j'ai entendu sur France Culture, où il questionnait une bergère. Et parler des bergères qui ont peur du loup. Et la bergère a répondu, moi, j'ai pas peur du loup. Je suis dans la montagne seule avec mon troupeau. J'ai absolument pas peur du loup. Celui qui me fait peur, c'est l'homme. Ouais. La peur du loup, c'est carrément... Ouais, Si, moi, j'ai une question qui va s'adresser aux filles. Et dans la relation au vivant, en fait, mon expérience personnelle m'a permis de constater que la première chose, c'est pas forcément d'ouvrir le regard et d'apprendre, même si c'est un chemin absolument riche et émerveillant. C'est en fait le fait de désapprendre beaucoup de croyances qui se sont forgées et qui peuvent être un peu limitantes. Et du coup, je m'interroge pour savoir si vous êtes sur ce chemin du désapprentissage. Oui, je crois qu'on a désappris plein de choses. Il y a plein de barrières qu'on avait autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue du vivant, je pense, et qu'on a complètement baissé au fur et à mesure. L'une des raisons pour lesquelles on a choisi aussi de partir en montagne, parce qu'en soi on aurait pu partir dans plein d'endroits, mais c'était pour se confronter vraiment au vivant, autant dans sa vulnérabilité que dans toute sa force. Parce que vous l'avez vu, il y a eu des tempêtes, on l'a pas toujours bien vécu, mais ouais, je sais pas, je me perds, je sais pas comment arriver là où je... Mais oui, en tout cas, c'est certain qu'il y a plein de choses qu'on a déconstruites et je sais pas si tu veux parler de partir. Ah Ah oui, d'accord, j'étais pas du tout sur ça. Ok, je me lance dans ça. Ça fait longtemps que j'ai ce ressenti que la ville ne me convient plus, mais j'ai été extrêmement limitée, notamment au fait d'une reconversion professionnelle, de me dire, bah oui, mais si je quitte la ville, bah, je quitte le réseau. Si je quitte le réseau, comment je travaille? Et ces 5 semaines dans les Pyrénées m'ont permis aussi de ralentir le rythme, de voir comment on vit en dehors du tumulte quotidien. Et en fait, de me dire, mais peut-être que c'est OK. C'est OK de choisir en priorité où je veux vivre plutôt que où je vais trouver du travail. Et peut-être que finalement, cette barrière, cette composante qui était très, très contraignante pour moi peut disparaître. Et du coup, je ne suis pas encore sortie de la ville, mais c'est en chemin et je sais que c'est quelque chose que je veux mettre en place Je me laisse le temps pour une fois, de me dire dans peut-être 2 ans et repenser les choses autrement. Mais pour le désapprentissage, je pense que Diane et Lamassane, ça a été, je crois, enfin je me trompe peut-être, mais tous les 3 ont une richesse dans leur philosophie, mais je crois que celle qui nous a fortement impactée, c'est Diane, et vraiment dans cette posture de revenir en fine observatrice de toute la connaissance des relations de cet écosystème, et finalement comment
au lieu de se positionner, à un moment tu le disais, au lieu de se positionner en supérieur par rapport à la nature, comment finalement on redevient élève et on réapprend par un maître qui est la forêt et toutes ces immensités de relations. On peut peut-être... Non, il y a d'autres questions. Ok. Ben, je peux... Et c'est pas forcément vraiment une question, mais c'était pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos du bois mort. Gilles, tout à l'heure, j'écrivais sur je m'intéressais aux Japonais et aux automates japonais. Et en fait, dans la culture shinto, enfin la religion, dans le shintoïsme, les Japonais considèrent que le vivant est partout. Enfin, chaque chose, qu'elle soit animée ou inanimée, est vivante. Et qu'en fait, du coup, le bois n'est pas mort, il est habité toujours par l'âme, enfin, ou par l'esprit de l'arbre. Et du coup, quand ils créent leurs marionnettes, leurs automates, il y a toujours ce vivant dans ce que nous, on appellerait inanimé, donc mort. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un regard aussi culturel qui est très différent suivant d'où on vient. Ou pour certains, cette table, pour nous, cette table, elle est morte, alors que pour un Japonais, voilà, elle renferme l'âme de l'arbre. Et je trouvais que c'était beau de se dire qu'on peut... voilà, suivant notre religion, suivant notre culture, on peut voir les choses différemment et peut-être que le vivant, c'est pas juste l'inanimé, ça peut être une autre perspective. C'est pas forcément parce que ça bouge pas ou parce que c'est découpé que c'est mort. On dit d'ailleurs que le bois continue de vivre et de se craqueler, de bouger. Voilà, c'était pour ajouter cette petite remarque culturelle. Tu voulais parler ? Et moi, je voulais réagir dans le même sens, c'est rigolo, mais d'une façon un petit peu plus terre à terre, par rapport à ce qui est mort et ce qui est vivant, et par rapport au fait qu'on ne regarde pas ce qui est autour de nous, qu'on ne regarde pas assez, qu'on ne prend pas le temps de regarder. Donc il y a toujours cette notion de temps et d'attention qui est là. Un truc qui me fait rire, c'est le bois mort qui a traversé dans les caisses de munitions. En fait, il n'était pas complètement mort, puisque dedans, il y avait des insectes ou des œufs ou des champignons. Et donc, là encore, c'est l'homme qui décide, ça c'est mort ou ça c'est vivant. En fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus profond. Et une anecdote et un conseil de lecture, si vous aimez les choses qu'on ne voit pas, c'est un bouquin sur le sol de Monsieur Sellos, qui est un chercheur, un professeur, qui est passionnant et donc que je vous recommande. Et donc, qui m'a fait changer mon rapport au vivant, puisqu'il explique énormément de choses qu'on ne voit pas. Et donc, dans le sol, qui est quand même constitutif de tout le vivant, parce que tout part de là, en fait, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui sont essentielles. Et un des exemples qu'il donne dans le livre, il y en a beaucoup, c'est l'exemple d'un champignon qui est un des plus gros êtres vivants sur Terre, qui fait plusieurs centaines de tonnes, qui est au Canada, et qui en fait mange les racines des pins, et le pain finit par tomber, il mange le pain, puis quand il a mangé tous les pains, il meurt, il va ailleurs. Et en fait, tous les pins qui tombent font entrer la lumière, et de cette lumière poussent d'autres arbres, des feuillus, qui ont eux besoin de lumière pour pousser. Ensuite, ces feuillus, ils poussent, c'est pas fini l'histoire, ils poussent, et à l'ombre de ces feuillus peuvent pousser des pins, parce que eux, c'est l'inverse, et le champignon peut revenir, etc., etc. Donc c'est un cycle, et voilà, c'est ça. Moi, c'est juste faire du coup un petit commentaire, mais du coup, vous m'avez laissé un peu le chemin, parce que là, on parlait du coup de montagne, et du coup... de prédateurs, mais c'est quand même un environnement humain. Et moi, parler du vivant et pas nommer les océans et ce qui se passe dedans aussi, c'est pas... on peut y aller, mais je pense qu'il faut pas l'oublier. Parce qu'il y a du vivant aussi là-bas qui bouge pas, ou des coraux qu'on pourrait croire que c'est juste des plantes. En fait, c'est des êtres vivants quand même. Et je crois qu'on regarde pas trop... là où on n'a pas accès spontanément. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des océans, mais c'est
on l'oublie pas, il y a quand même pas mal de chercheurs qui travaillent sur les océans et sur les milieux marins. Effectivement, là, c'était moins le propos parce que Gilles peint des arbres et les filles ont fait un documentaire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire la prochaine fois. Mais vous avez raison. Du coup, moi, je vais basculer sur un autre sujet, un peu plus design. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'était les moments aussi où vous vous êtes isolé et où vous avez ralenti le rythme du film, peut-être aussi de votre parcours. Et en fait, finalement, même nous, en tant que designer, on est dans un process de création. On court après un temps, une date butoir pour des projets, des choses comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est ces moments où on va arrêter, où on va mettre au repos soit la créativité pour essayer de changer d'angle de vue ou de perspective sur un sujet. Et finalement, en fait, la pratique de faire des croquis, c'est un petit peu comme la photographie de rue. C'est-à-dire que, en fait, c'est assez intéressant, moi, pour avoir repris la photo, quand on se promène dans sa ville, on se dit qu'on va tout le temps faire on va se tasser, on a déjà vu ce bâtiment 1000 fois, qu'est-ce qu'on va prendre en photo, en fait. Je préfère être à New York ou prendre un avion et puis aller prendre des photos, je sais pas où, à Bali. Alors qu'en fait, finalement, de se poser, de lever un petit peu les yeux et de trouver des sujets, eh ben, ça nous fait travailler nous-mêmes sur notre propre environnement. Voilà. Bon, après, on peut partir sur plein de trucs sur la conscience, etc. Mais voilà, je trouvais le rapport à la créativité, à la course du temps, à ralentir, intéressant, quoi. Merci. Alors, j'ai trouvé très beau ce que vous avez dit sur la coopération, enfin le collectif et aussi la coopération entre vous et qui se traduisait pas mal dans le documentaire par l'attention que vous portez les unes aux autres, de vous écouter comment vous avez vécu tel moment et donc porter une attention à ces émotions et puis à la manière dont vous les avez vécues. Et de ce fait, je voulais faire le lien avec un autre conseil de lecture, j'ai envie de dire, de partager ça sur le livre de Baptiste Morisot qui s'appelle « Manière d'être vivant », que vous connaissez peut-être, sûrement. Et qui parle aussi bien de la manière de vivre d'un arbre que d'un oiseau. On peut aussi essayer de se projeter sur la manière de vivre d'un ver de terre ou d'un corail pour essayer de comprendre cette diversité du vivant dans la diversité des milieux et c'est de sortir de l'égocentrisme aussi humain qui nous a coupé du reste pour mieux ressortir, aussi mieux comprendre les interdépendances et aussi les déséquilibres qu'on a introduits. Et je voulais aussi mentionner le fait que, à propos de ces déséquilibres, vous parlez d'un lieu qui est très important, qui est cette forêt de la Massane, où justement les conservateurs ont essayé de relâcher la pression humaine. Mais j'ai rencontré il y a 2 mois Joseph Garrigue qui était le conservateur de cette forêt et qui a quitté en fait son poste en ayant constaté en fait l'impact, même dans ce lieu très préservé, l'impact des activités humaines, puisque en fait dans le creux des arbres où viennent boire les oiseaux, les grenouilles, on avait mesuré une pollution qui était liée à l'atmosphère, qui était pire que dans les ports industriels, parce que ça s'accumulait au fil du temps dans le creux des arbres. Et donc, il en a été tellement bouleversé qu'il s'est dit, mais je suis incapable, en fait, dans mon boulot de conservateur, de préserver, de mettre sous cloche cette forêt, justement, et de la préserver des impacts humains. Et donc, il s'est lancé dans une marche aussi, mais une marche pas contemplative, une marche d'alerte pour alerter justement sur cet impact des activités humaines. Alors, c'est un peu ironique et triste, c'est que cette marche, elle a eu lieu en même temps que la crise des agriculteurs et le moment où le gouvernement a décidé de stopper le plan éco-phyto sur la régulation et la réduction des pesticides. Donc finalement, il était peu audible à ce moment-là, mais
peut-être qu'on peut aussi faire ce travail de fond pour revenir à cette conscience en fait de l'impact de nos activités, des déséquilibres qu'on introduit même dans nos pratiques quotidiennes et de se reconnecter aussi par les imaginaires mais aussi par l'action sur l'ensemble du vivant dont on dépend et dont notre santé, notre bien-être aussi moral dépend également. Je propose de conclure en laissant un mot à chacun, si vous le souhaitez. C'est dur. Bon, alors. Bon, voilà, c'est fini. Merci à tous. Je souhaite, alors, message totalement personnel, je souhaite Pauline nous quitte pour aller au Grand Nord. Des imaginaires lointains qui l'attirent pour traverser, puis voyager, découvrir peut-être des grands espaces et des grands horizons. Donc on te souhaite bonne route, on te l'a souhaité à midi, hein, et encore j'en profite maintenant. Et on va rallumer les lumières et puis boire un verre. Merci à tous.